Allez, c'est parti. Bon bah du coup bonsoir, moi c'est Déborah, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition du sportif. Pour ceux qui m'ont pas déjà vu la dernière fois, qui me connaissent pas. Aujourd'hui, on fait un live à thématique, donc autour des protéines. L'idée, c'est que j'en parle un petit peu de mon côté, que s'il y a des questions du vôtre, bah, tout simplement pas hésiter à vous manifester pour les poser. Et s'il y a des choses qui sont pas comprises, pareil, n'hésitez pas à me couper. Pareil, s'il y a des termes techniques que vous ne comprenez pas. L'idée, c'est vraiment de faire quelque chose pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis si elle dit des bêtises, je serai là pour la Ouais, reprendre. oui, parce qu'il a un master en nutrition. Bien sûr. Du coup, protéines, déjà, qu'est-ce que c'est au juste ce truc-là? Il faut savoir que c'est un macronutriment. Donc, par macronutriment, on entend que c'est quelque chose qui apporte de l'énergie à notre organisme sous forme de calories. C'est quelque chose généralement qu'on connaît très bien, les calories. Du coup, les protéines, elles ont plusieurs rôles. Celui qu'on connaît, enfin ceux qu'on connaît le plus et auquel on est le plus sensibilisé quand on est sportif, c'est le rôle autour de la masse musculaire. Donc, elles permettent de conserver déjà la masse musculaire existante, mais également de la développer et de la réparer quand il y a besoin. Donc, conserver la masse musculaire, nos tissus et nos organes également. Il faut savoir qu'elles soutiennent aussi le système immunitaire, qu'elles vont permettre le transport de molécules dans le sang, comme l'oxygène et les hormones, et qu'elles participent à la digestion par le biais des enzymes. Donc, il n'y a pas non plus qu'un rôle musculaire aux protéines, et il y a un vrai enjeu et rôle sur la santé. Donc, même pour quelqu'un qui ne pratique pas d'activité sportive, avoir suffisamment de protéines sur la journée, c'est relativement intéressant. Dans quoi on va retrouver les protéines dans l'alimentation? Alors, bah, ce qu'on sait généralement, c'est qu'on les retrouve dans les sources animales, telles que les viandes, les volailles, les poissons, les œufs. Et on peut les retrouver également dans des sources plutôt végétales. Donc, parmi elles, on va retrouver les légumes secs, tels que les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les haricots blancs, par exemple. Dans le tofu, qu'on connaît maintenant bien aussi, et d'autres dérivés de soja, tels que le tempeh, par exemple. Dans tout ce qui gravite autour du sétan, ça c'est plutôt fait à partir de gluten de blé ou de sarrasin. Et qu'est-ce que j'oublie aussi dans tout ce qui est protéines végétales texturées? Donc ça, c'est plutôt des protéines déshydratées, donc de pois ou de soja aussi. Donc pour les sources végétales, je crois que j'ai fait le tour. Ça, c'est les sources qui sont les plus riches en protéines. Et ensuite, on va aussi en retrouver dans les produits laitiers, donc fromage et produits laitiers lactés. Je pense notamment pour les sources les plus importantes au petit suisse, au fromage blanc, au skyr, qui est relativement à la mode maintenant. Les fromages sont relativement riches en protéines. On pourrait noter aussi le cottage cheese qui va être intéressant, tout ce qui va être carré frais, qui ont de bonnes teneurs en protéines. Et on en retrouve aussi dans certaines graines, donc comme les graines de chia, les graines de chanvre, les graines de courge, les graines de lin. Donc voilà pour les sources de protéines. Est-ce que tu penses qu'il faut respecter plus ou moins certains pourcentages d'apport vis-à-vis de toute la liste que tu viens de donner? De répartition. Ouais, parce qu'on sait qu'il faut consommer un peu de tout. Ouais. Bah après, ça dépend déjà du régime dans lequel on se situe. Quelqu'un qui va être omnivore, va consommer des sources de protéines animales, des sources de protéines végétales. Ce qui est conseillé, bah, ce que conseillent les institutions de santé à l'heure actuelle, c'est d'avoir quand même des repas à base de protéines végétales. Ok. Ils en conseillent deux dans la semaine, donc qui ne contiennent pas de protéines animales, dans le but de diminuer la consommation de protéines animales. Moi, j'aime bien qu'il y ait une source de protéines à chaque repas, donc soit une source animale, soit une source végétale. Pour ce qui est des graines, la recommandation, c'est une bonne poignée par jour, Ok. que ce soit un mix entre les graines type lin, tournesol, courge, mais ça comprend aussi les graines oléagineuses, qu'on appelle Ok. aussi les fruits à coque, donc tout ce qui va être amandes, cacahuètes, cajou et ce genre de produits-là. Ok. Donc ça, une poignée par jour, ça vient vraiment en plus des protéines qu'on a évoquées avant. Et les produits laitiers, c'est 2 à 3 portions par jour en fonction de l'âge, de l'activité physique et sportive, dont une portion de fromage. Ok. Donc en termes de répartition, voilà comment on peut moduler ça. Et après, la composante de protéines animales par rapport aux protéines végétales, c'est vraiment plutôt en fonction du régime alimentaire dans Ouais, lequel on se trouve, j'avais l'impression. du souhait aussi que l'on a peut-être de diminuer les sources animales, etc. Ok. Voilà, ça répond à ta Super. question. Excellent. Impeccable.
On va parler besoin en protéines. Je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de personnes. En fait, qu'est-ce qu'il faut manger en quantité de protéines? Donc, il faut savoir qu'en fait, les protéines, moi, ce que je pratique avec mes patients et ce qui est quand même beaucoup fait, c'est de compter un grammage en protéines par rapport à vos kilos de poids corporel. Je donne un exemple. Par exemple, c'est très redondant comme phrase, magnifique. Pour quelqu'un qui serait physiquement actif, donc qui va faire 2 à 3 séances de sport d'1 heure par semaine et qui aura un métier sédentaire à peu actif, les besoins en protéines, ils vont graviter autour de 1 gramme à 1,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Donc en fait, si vous faites 60 kilos, vous multipliez 60 par 1,5 par exemple, 1 à 1,5 pour avoir la fourchette de protéines en grammage journalier dont vous avez besoin. On pourrait monter un peu plus haut aussi pour quelqu'un de physiquement actif, jusqu'à 1,8. Ça dépend vraiment des objectifs. Ça dépend aussi vraiment tout simplement de la composition corporelle de la personne, de son poids, de sa taille également. Donc voilà pour l'actif, le physiquement actif, l'actif modéré. Pour les personnes qui sont sportives d'endurance, sport d'endurance, on parle d'une fourchette entre 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps par jour, qu'on pourrait augmenter à 1,8. Donc vous comprenez bien d'ailleurs que c'est des fourchettes du coup et que il est hyper important d'individualiser parce que justement ici on peut pas faire de cas par cas, on est vraiment dans des fourchettes. Et ensuite c'est quand on répartit les protéines avec les autres macronutriments aussi qu'on fait les petits ajustements pour avoir une répartition globale de l'alimentation qui tient la route. Sportif de force, on serait entre 1,4 à 1,6 avec des apports optimisés qui peuvent monter jusqu'à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour en fonction du niveau d'entraînement, de la fréquence, de l'intensité, des objectifs. Et pour la prise de masse pure, on est entre 1,6 à 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Sachant qu'on a un point de rupture sur sur une prise de masse, on sait qu'il y a un point de rupture au-delà duquel il y a un risque de prise de masse grasse associé à la prise de masse musculaire. Il est situé au-dessus de 1,62 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Okay. On sait que derrière, on peut prendre du body fat. Donc, en fonction de l'athlète qu'on va avoir en face, s'il y a un body fat qui est déjà élevé, on pourra diminuer l'apport en protéines. Et si on a quelqu'un qui a un body fat qui est très correct, on pourra monter jusqu'à 2,2, 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps par jour. Voilà pour les besoins, c'était clair? Très clair, madame. Très clair. Là, j'ai vu que la quantité, elle est quand même assez grande. Du coup, pour une personne qui consomme autant, je suppose qu'on va finir fractionner au maximum les repas. Ouais, on va. Alors, de toute façon, pour quelqu'un qui fait une prise de masse, étant donné qu'on est déjà en surplus calorique, donc l'inverse de la perte de masse grasse finalement, où on ferait plutôt un déficit. L'idée, ça va être de fractionner l'alimentation pour pas se retrouver avec des choses qui soient trop étouffantes, trop importantes à consommer, et de la lourdeur digestive et de la lenteur digestive en fait, qui serait pas forcément aussi optimale pour les entraînements. Donc l'idée, c'est de fractionner, en assurant quand même une prise protéique bien répartie sur la journée. Mais je t'explique juste après les objectifs par repas. En fait, du coup, j'ai fait un petit point sur finalement qu'est-ce qu'on fait en pratique. C'est bien d'avoir tous ces calculs-là. Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est une source de protéines à chaque repas. Donc, si vous êtes sur 3 repas par jour, ce serait d'avoir une source de protéines au petit déjeuner. Ça peut être des œufs, ça peut être du fromage blanc, ça peut être du skyr, ça peut être du jambon blanc, ça peut être du saumon fumé. Ça peut vraiment être ce que vous aimez en privilégiant tout ce qui va être alimentation brute, tout simplement pour la densité micronutritionnelle, parce qu'au-delà de l'apport en protéines dans un aliment, plus on consomme des choses brutes, plus on va avoir une belle densité micronutritionnelle qui va être associée à l'aliment. Donc une source à chaque repas avec des sources de protéines qui soient plutôt denses, des protéines qui vont être bien réparties sur la journée. Donc comme je le disais, à chaque prise alimentaire, idéalement, on adapte les quantités de protéines en fonction du poids réel et pas forcément toujours en fonction du volume, même si je vous donnerai un repère visuel juste après. Et moi, j'aime bien qu'il y ait minimum, je dis bien minimum, 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps par repas. Ça, c'est parce qu'en fait, ça nous permet d'avoir un apport en leucine suffisant. Et la leucine, c'est l'acide aminé le plus important, le plus puissant dans qui va participer en fait le plus à l'anabolisme musculaire par la suite. Il active une voie métabolique spécifique qui nous permet de construire du muscle, qui s'appelle la voie mTOR. Du coup, il nous faut minimum ce grammage-là par kilo de poids de corps par repas pour atteindre le quota de leucine, si vous voulez. Par contre, c'est un minimum. Donc, si vous prenez 0,3 g par kilo de poids de corps par repas, il se peut que vous couvriez pas du tout vos besoins protéiques parce qu'ils sont peut-être beaucoup plus importants que ça.
En termes de repères visuels, moi, ce que j'aime bien faire avec mes patients, c'est donner un repère qui parle à tout le monde. C'est vous avez tous une main. Du coup, généralement, l'apport en protéines sur une assiette, il se situe à 1,5 paume de main, voire la main complète, pour donner une petite idée en termes de volume. Et j'aime bien que les 2/3 des besoins protéiques soient couverts par une alimentation brute et non par une complémentation protéique. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans l'idée d'avoir une belle densité micronutritionnelle qu'on retrouvera beaucoup moins dans la whey. Donc voilà. Pareil, il y a souvent beaucoup de femmes sportives qui se posent la question, type je mange des protéines, est-ce que je vais prendre de la masse musculaire? C'est pas forcément toujours vrai. Déjà, on mange pas des protéines, ce n'est pas que corrélé à la masse musculaire. Donc, si on mange suffisamment de protéines que tout simplement on veut se maintenir et qu'on veut pas prendre de la masse musculaire, il suffit d'adapter son apport, tout simplement pour ne pas favoriser ça. On fera pas une prise de masse. Donc pas de souci, c'est pas parce qu'on mange des protéines à chaque repas qu'on va devenir ultra musclé si c'est quelque chose qui nous inquiète. Donc c'est très important justement d'individualiser aussi le discours pour pas tomber dans les on-dit, dans les ah j'ai entendu que si je mange des protéines je vais prendre de la masse musculaire, c'est faux. Sachez que si vous mangez pas assez de protéines, vous allez être en difficulté sur le plan santé. Donc vraiment importance d'en avoir assez pour couvrir tout simplement vos besoins. Aussi quelque chose de super important pour démêler un petit peu le vrai du faux. Si je mange 100 grammes de viande, si j'ai une pièce de poulet de 100 grammes dans mon assiette, je ne mange pas 100 grammes de protéines. Mon filet de volaille qui fait 100 grammes cuit dans mon assiette, il contient 26 grammes de protéines. Pourquoi? Parce que dans un aliment, on a rarement qu'une seule chose. Un aliment, il est composé d'eau, en l'occurrence de protéines. Il peut contenir aussi un petit peu de gras qu'on va appeler les lipides. Parfois, des aliments vont contenir aussi un peu de glucides. Et du coup, sur 100 grammes d'aliments, on peut pas avoir 100 grammes de protéines. L'aliment qui est le plus riche en protéines, finalement, c'est la whey, parce que justement, on isole cet élément-là pour en faire un produit quasi uniquement protéique. Mais dans les aliments, on n'a jamais 100% protéines. Donc, quand vous mangez 100 grammes de volaille cuite, vous êtes à peu près à 26 grammes de protéines. Ça va être pareil pour un steak. Pour 100 grammes de lentilles cuites, si on parle plutôt du côté protéines végétales, on sera environ à 10 grammes de protéines. Donc voilà, c'est pas parce que si j'ai 100 grammes d'aliments sources ou riches en protéines que je mange 100 grammes de protéines. Donc c'est là qu'on comprend que les besoins peuvent être compliqués à atteindre. Si on a un poids de corps important et qu'on s'entraîne énormément avec des gros besoins protéiques, on peut facilement des fois tomber sur des apports journaliers à 160, à 180 grammes de protéines par jour. Donc pour aller les couvrir, ça demande quand même d'être méticulé. Ouais, Manger du poulet. Même l'avantage, quand vous faites vos courses, vous avez toujours une petite étiquette valeurs nutritionnelles qui sont marquées sur la plupart des produits. Mais au moins pour 100 grammes, vous avez justement la contenance exacte, que ce soit en lipides, en glucides ou même en protéines. Du coup, vous pouvez vous fier sur ça. Même il existe même certaines applications, vous pouvez scanner dessus et ça va pouvoir vous donner justement sur une journée vos calories totales, protéines, glucides et lipides justement. Ouais, ça aide bien ça, et sur la petite étiquette nutritionnelle que mentionne Andy, ce qui est bien de faire, parce que souvent c'est marqué pour 100 grammes d'aliments, c'est d'essayer de se projeter sur qu'est-ce que vous consommez finalement vous en portion de cet aliment-là, pour avoir une idée finalement de à combien vous retombez, parce que souvent pareil on me dit le beurre de cacahuète super riche en protéines, 26 grammes au 100 grammes, ouais mais bon tu te fais jamais 100 grammes de beurre de cacahuète, ou exception quoi. Donc finalement, si on ramène à la portion consommée, vous allez peut-être manger 10 grammes, 15 grammes de beurre de cacahuète par jour. On n'est plus si riche que ça. Donc oui, ça permet de compléter les apports, mais ce n'est pas un apport majeur en lui-même. En termes de cible par repas, moi, je conseille jamais un repas au-dessous de 20 grammes de protéines, parce que clairement, c'est insuffisant. Et si je devais donner une moyenne, et je dis bien une moyenne, donc c'est pas forcément votre cas perso, mais une moyenne patient, je dirais qu'un repas entre 30 et 40 grammes de protéines, c'est pas mal. Il y aura forcément des cas patients où on en met plus, des cas patients où on en mettra peut-être moins, on répartira différemment, mais 30-40 grammes, c'est déjà une bonne moyenne. Ça, je vais aborder aussi la qualité des protéines, parce que on m'a posé la question, les légumineuses et finalement les protéines animales, on entend beaucoup de choses là-dessus. Déjà, il faut savoir comment on évalue la qualité des protéines. Donc il y a 3 éléments qui permettent de déterminer ce qu'on appelle la qualité protéique. C'est la disponibilité en acides aminés essentiels de la protéine considérée. Qu'est-ce que c'est un acide aminé essentiel? Déjà, qu'est-ce que c'est une protéine du coup? Une protéine, il faut que vous imaginiez un collier de perles.
Ça, c'est la molécule de protéine. Il faut que vous disiez que chaque perle du collier, ça représente ce qu'on appelle un acide aminé. C'est la plus petite structure protéique. Et en fait, l'ensemble d'acides aminés bout à bout, qui vont être reliés via le collier, ça forme la protéine. Il y a 20 protéines, 20 acides aminés qui existent, qui permettent de constituer l'ensemble des protéines qu'on connaît aujourd'hui dans notre environnement et dans notre organisme. Et parmi ces 20-là, il y en a 9 que nous, on ne sait pas synthétiser nous-mêmes dans notre organisme. C'est les acides aminés essentiels. Et ces acides aminés-là, si on les apporte pas via l'alimentation, finalement, on est incapable de nous les faire nous-mêmes. D'où l'importance de les avoir. Donc, un des premiers critères qui permet d'évaluer la qualité des protéines, c'est la bonne disponibilité des protéines en ces acides aminés essentiels. Donc, dans les produits animaux, donc viande, poisson, œufs, volaille, produits laitiers, on va avoir les 9 acides aminés essentiels qui vont être présents en quantité équilibrée et intéressante. Dans les protéines végétales, on retrouve ces 9 acides aminés essentiels-là, mais il se peut qu'il y ait un ou deux acides aminés essentiels qui soient présents dans la protéine considérée, mais en moindre mesure, qui soient un petit peu insuffisants. Ça, c'est ce qu'on appelle un facteur limitant. Par exemple, pour tout ce qui est céréales issues du blé, le facteur limitant, c'est la lysine. Donc, c'est un acide aminé essentiel qui est moins bien représenté, qui est insuffisant dans la protéine. Dans les légumes secs, on va manquer de méthionine et de cystéine, par exemple. Ça n'en fait pas des protéines de moins bonne qualité, parce qu'en fait, elles contiennent quand même d'autres acides aminés essentiels, et que si vous avez une bonne variété dans votre alimentation, finalement, l'équilibre en acides aminés essentiels, vous allez le retrouver. Mais effectivement, elles contiennent moins, elles sont moins complètes, entre guillemets, que les protéines animales qui, elles, vont contenir tous les acides aminés essentiels en quantité suffisante et de manière équilibrée. Autre chose qui nous permet de déterminer la qualité d'une protéine, c'est ce qu'on appelle le CUD. C'est le coefficient d'utilisation digestive. En fait, ça, c'est quoi? C'est vous consommez 100 grammes de viande, qu'est-ce qui va être vraiment digéré et assimilé? Donc ça, pareil, ça va vraiment dépendre des protéines. Tout ce qui est protéines animales, effectivement, le CUD est un petit peu meilleur parce que dans les protéines végétales, souvent, par exemple, les légumes secs sont très riches en fibres. Et il faut savoir que les fibres, elles viennent se comporter un petit peu comme une toile d'araignée dans l'estomac et elles viennent ralentir l'assimilation des éléments. Elles piègent un petit peu les éléments. Du coup, ça vient tout simplement réduire la capacité d'absorption de la protéine. Donc voilà, et on peut aussi avoir certains facteurs antinutritionnels dans des produits comme les phytates, les tanins, certains inhibiteurs d'enzymes également. Donc ça, c'est le deuxième point qui permet de déterminer la qualité. Enfin, il nous en reste un, c'est la valeur biologique de la protéine. Et ça, c'est une fois que la protéine est dans le sang, qu'est-ce qui va vraiment être utilisé pour synthétiser des protéines corporelles. Finalement, c'est le pourcentage d'azote absorbé qui va ensuite être incorporé dans nos protéines corporelles. Alors ça, c'est directement corrélé à la teneur de la protéine en acides aminés essentiels. Donc, plus la protéine contient tous les acides aminés essentiels, plus la valeur biologique est bonne. Et s'il en manque un petit peu, elle peut diminuer un petit peu. Du coup, avec tous ces éléments-là, on se dit protéines végétales, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que c'est une bonne source de protéines. Pour tous ceux qui se posent la question sur un régime végétarien, on peut totalement atteindre ses besoins en protéines. À l'heure actuelle, ce serait faux de dire qu'on ne peut pas y arriver. Sur un régime végétalien, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on se coupe des protéines d'origine animale telles que les œufs et les produits laitiers. Néanmoins, ça peut être possible. Il faut simplement être ultra rigoureux pour y arriver et tout simplement parce que sinon, on a tendance à moins facilement les atteindre parce que les protéines végétales sont moins riches pour 100 grammes d'aliments en protéines que les protéines animales. Du coup, c'est un peu plus compliqué à atteindre, c'est un peu la croix et la bannière, mais ça peut se faire. Donc voilà. J'ai eu une question sur les besoins, les proportions en légumes secs pour des personnes végétariennes ou véganes. Et encore une fois, je réponds que c'est hyper variable. Pour vous donner un exemple, je vais comparer par exemple deux personnes végétariennes. Par exemple, si je prends un homme comme Andy qui s'entraîne, qui est grand, qui a un poids de corps plus important que moi, et si je me prends moi à côté et qu'on était tous les deux végétariens, on n'aurait pas les mêmes proportions de légumes secs dans nos assiettes parce que nos besoins en protéines vont être différents. Donc en fait, c'est compliqué de donner des proportions précises parce que ça va vraiment dépendre du poids, du niveau d'activité physique, des objectifs, de la fréquence et du volume d'entraînement. Donc c'est très compliqué de donner quelque chose de précis là-dessus.
ouais, j'ai pas de réponse sur du précis en fait en termes de quantité dans Ça va être l'assiette. du cas par cas. C'est plutôt du cas par cas, quoi. Quelqu'un qui va avoir besoin de 170, 180 grammes de protéines par jour versus quelqu'un qui a besoin de 100 grammes de protéines par jour, les assiettes vont être complètement différentes. Même la méthodologie. Ouais, ouais, totalement. Voilà. J'ai aussi, on entendait souvent aussi auparavant que quand on est végétarien, ce qui est bien dans l'assiette, c'est d'associer une source de, avec les légumes secs, donc une source de protéines végétales et une source de céréales, un autre féculent tel que le riz, les pâtes, etc. Parce que dans les légumes secs, il manque certains acides aminés essentiels et dans les céréales, il en manque un autre et que du coup, bah, vu qu'il en manque certains dans l'un, certains dans l'autre, mais que les céréales contiennent l'acide aminé essentiel qui manque dans les légumes secs et inversement, ils se complètent. Ça, c'était très très vrai et c'est moi-même ce que j'ai appris en BTS diététique, mais aujourd'hui, le niveau de connaissance, il a évolué. En fait, on sait maintenant que on est en mesure de stocker les acides aminés essentiels dans notre organisme. Donc en gros, on mange des protéines, on vient les casser dans notre estomac, ensuite elles passent sous forme d'acides aminés dans notre sang et ensuite on est capable de stocker ces acides aminés pendant un délai de 1 ou 2 jours. Donc en fait, on n'est plus obligé d'être aussi méticuleux dans les assiettes, à toujours avoir ma source de légumes secs, ma source de céréales, ma source de légumes, pour avoir un profil en acides aminés essentiels complet dans les assiettes, puisqu'on aurait un délai d'1 ou 2 jours où finalement des acides aminés essentiels qui pourraient manquer dans une assiette peuvent être stockés pour finalement servir à l'anabolisme musculaire. Mais ça demande quand même d'être méticuleux sur la variété dans l'alimentation. Si vous voulez être précautionneux, pas trop vous prendre la tête, faites l'association, comme ça vous êtes sûr qu'il y a le phénomène de complémentarité. Mais si vous avez une alimentation assez variée, qu'un jour vous mangez des légumes secs, le lendemain vous allez manger une source de tofu avec une céréale féculent type pomme de terre et que le surlendemain vous allez manger des œufs. En fait, l'apport en acides aminés essentiels, il va s'équilibrer sur le long terme. Sur des personnes qui sont végétariennes, moi, ce à quoi je suis vraiment très vigilante, c'est finalement la quantité de protéines totale journalière, parce que c'est là souvent le nerf de la guerre et c'est là souvent que c'est bas. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je m'étais noté ici? J'ai quand même noté des petites répartitions d'assiettes, par exemple. Vous pourriez très bien faire une demi-assiette sous forme de légumes secs avec une demi-assiette sous forme de féculents, de légumes, pardon. Dans la mesure où, par exemple, le lendemain, vous allez manger 2 œufs, un quart de féculents et des légumes, et qu'après, vous mangeriez un quart de légumes secs, un quart de céréales, un demi-légume, puis peut-être une autre fois un quart de tofu avec un quart de féculents et des légumes. En fait, si vous faites ce genre d'association sur plusieurs repas, tout s'équilibre parce qu'en fait, vous allez tout retrouver sur plusieurs repas étalés. J'ai une question, je pense que c'est un peu ce que tu as dit, mais Ouais. la personne demande est-ce qu'on peut parler d'alimentation dissociée parce que c'est assez compliqué de tout mettre à chaque fois dans les assiettes, par exemple légumes, féculents, protéines. Ouais. Est-ce que c'est obligatoire d'avoir toujours des assiettes complètes ou est-ce que c'est possible de faire un petit peu tout tant qu'on a l'apport journalier? Alors moi sur les assiettes classiques, d'avoir une source de protéines, une source de féculents, une source de légumes, j'aime beaucoup parce qu'au-delà du fait de couvrir les protéines, etc., etc., protéines, féculents, légumes, ça marche bien parce que ça encourage une bonne satiété en termes de digestion, c'est intéressant. Si on n'a pas de légumes, on peut très rapidement et très facilement manquer de fibres, sachant qu'en France on n'est pas les plus partenaires. Ouais, clairement, on est très très bas en fibres. Hein. Le Français moyen il consomme 10-15 grammes de fibres par jour, alors qu'il en faudrait 30, 35, voire plus pour optimiser le microbiote intestinal. Donc on est vraiment bas. Donc les légumes, ils sont vraiment là pour ça. Ils sont un apport vraiment conséquent de fibres, donc pas skipper. Féculents, le fait de les louper à certains repas, le risque c'est d'avoir des petites fringales dans la journée parce que c'est vraiment eux qui couvrent notre énergie, ils nous permettent d'assurer nos tâches quotidiennes. Alors moi, ceux qui ne mangent pas beaucoup de féculents, je demande pas d'en manger 1,5 tonne, mais juste d'avoir un apport qui permette finalement de soutenir les fonctions vitales, de soutenir un bon niveau d'énergie toute la journée, limiter tout ce qui est risque de baisse de concentration, coup de mou, tout simplement, coup de fatigue, qui peut entraîner irritabilité, moins bonne performance professionnelle et sportive également. Donc important aussi d'en avoir. Après, quantité à évaluer en fonction de votre appétit, j'ai envie de dire. Et les protéines, j'aime bien qu'elles soient à chaque repas parce qu'en fait, sinon, le risque, c'est qu'il n'y ait pas assez de protéines sur la journée. Donc, j'aime bien qu'elles soient plutôt réparties comme ça. Après, ce serait du cas par cas aussi parce que si une personne loupe un apport protéique, mais qu'elle finalement, elle arrive à couvrir sur la journée, pourquoi pas. Mais c'est à discuter après. Par contre, sur tout ce qui est
association de protéines végétales, oui, on est moins obligé d'être méticuleux maintenant qu'on a ce niveau de connaissance-là, parce qu'on sait que du coup, la complémentarité en acides aminés essentiels ne se fait pas que sur un repas. On n'est pas obligé d'être là, de se dire... Ça va vraiment jouer sur une journée de 24 heures. Ouais, c'est ça. En fait, exactement. Donc, du moment où on adopte une alimentation plutôt variée, où on mange pas toujours la même chose, on essaye de vraiment varier les éléments qui se retrouvent dans nos assiettes, oui, on arrive à équilibrer. Donc, c'est moins prise de tête que ce qu'on a pu voir auparavant. Ouais, surtout que je pense qu'il y a certains métiers qui ne facilitent pas de pouvoir manger à des heures fixes. C'est ça. Manger un peu de tout. Au moins, il faut réguler. Ouais, t'as les quantités. Ouais. Non, mais ça demande d'être un peu moins méticuleux sur l'organisation des assiettes, quoi. Et puis bon, parce que t'as pas forcément toujours envie de te faire une légume sec, plus un céréal, plus... En fait, ça peut être vite aussi étouffant, donc je trouve que c'est quand même un moyen pratique. Après, pour les personnes qui sont végétariennes, vraiment, n'hésitez pas à vous servir d'autres sources de protéines que les légumes secs. Elles sont très intéressantes. Moi, je les recommande beaucoup, surtout que beaucoup de personnes les oublient chez les omnivores. Mais toutefois, ne restez pas que là-dessus. Il y a aussi maintenant des choses qui marchent très bien. Vous avez le tofu, tout ce qui est tofu lacto-fermenté, fumé avec à l'ail des ours, voilà, qui peuvent vous aider à varier. Tout ce qui est sétant, tout ce qui va être aussi protéines végétales texturées, donc déshydratées, à réhydrater dans des sauces, dans des bouillons, qui peuvent vous permettre d'apporter de la variété aussi et de pas toujours miser que sur les légumes secs. Donc pensez bien à varier aussi pour pas tomber dans la monotonie alimentaire. Et pour ceux qui sont vraiment végétariens et non végétaliens, servez-vous aussi des œufs qui sont... C'est la protéine de référence, l'œuf. C'est la protéine qui a le meilleur CUD, la meilleure VB, donc c'est vraiment celle qu'on utilise en référence nutrition, donc vraiment pas hésiter à s'en servir, et les produits laitiers également. D'ailleurs, en parlant d'œufs, là, avant on disait toujours qu'il ne faut pas manger plus de 3 à 5 œufs par jour. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Après, moi j'ai pas... Alors, si c'est pour le cholestérol, c'est pareil, le niveau de connaissance il a changé maintenant. On sait que l'œuf contient du cholestérol alimentaire, mais que c'est pas le cholestérol alimentaire qui fait qu'on produit du cholestérol en interne. Donc tout ce qu'on disait avant sur la consommation d'œufs, pour moi c'est vraiment erroné. Puis même les études scientifiques, on est passé à autre chose. Toutefois, trop c'est l'ennemi du bien, mais ça marche avec tous les produits. Moi ça m'est arrivé d'avoir un patient qui a tellement consommé d'œufs qu'il a fini par développer une hypersensibilité alimentaire autour de l'œuf, parce qu'en fait on n'est pas fait pour avoir, on est fait pour manger varié en fait. Ouais, bien sûr. Donc le fait de consommer, si l'œuf ne sera pas dangereux, tu peux en consommer pas mal dans la semaine, mais c'est sûr que si tu me fais full œuf tout le temps, ça me ferait mentir. Et tu vois, par exemple, je sais qu'au niveau complément alimentaire, on a une gamme qui est assez variée dessus. Il en existe qui sont 85-95% d'œufs. Ouais. On va avoir à peu près 1, 2, voire même 3 prises dans la journée. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut être une contrainte ou au niveau protéines en poudre, il faut pareil varier un peu les sources au quotidien ou même sur la semaine? Protéines en poudre, moi franchement j'aime bien la whey. J'aime bien la whey parce que je trouve que c'est quand même une protéine issue du lait, quoi. Donc finalement moi j'aime bien whey ou caséine. Après j'irai pas forcément prendre des protéines à base d'œufs. Alors après ça pourrait se discuter si on voulait varier, mais les œufs je trouve que c'est plus intéressant de les apporter via l'alimentation et du coup pas saturer l'apport en œufs via une source de complémentation, sachant que l'œuf il a une richesse nutritionnelle effectivement en protéines, mais micronutritionnelle super importante. Ça apporte de la choline, ça apporte plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc c'est con de s'en couper et de le prendre en complémentation. Okay. Sauf cas particulier sur un gainer parfois aussi pour varier d'autres peut-être problématiques, sur des gainers qui vont varier, pas mettre de la whey, mettre de l'œuf aussi. On a une problématique aussi de digestion, d'assimilation de la whey, puisque ça ne convient pas à tout le monde. Oui, pourquoi pas varier, ça peut être une idée. Ok, super. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, il y avait une question sur l'apport excessif en protéines. Est-ce qu'il y a un risque pour la santé rénale et pour les os ? Les études démontrent que sur les affections rénales, il y a rien. Ça a été testé sur des culturistes et des haltérophiles qui avaient un régime avait un apport excédent en protéines pendant de nombreuses années. Il n'y a pas eu d'affection rénale par la suite. Donc, plutôt rassurant par rapport à tout ce qu'on nous raconte. Alors, par contre, ça, c'est hors patho. Si vous avez une affection au rein, type vous avez une insuffisance rénale, l'application n'est pas du tout la même. Si on a une insuffisance rénale, oui, on va avoir un apport en protéines qui va être contrôlé, mais c'est totalement différent. Là, je parle vraiment pour le sujet sain, donc pas le cas pathologique. Sur le sujet sain, il n'y a pas de lien de corrélation d'un apport excessif en protéines et une altération du rein à terme. Par contre, sur une personne pathologique, on adaptera complètement le discours. Voilà, et par rapport aux os,
il serait possible qu'une consommation excessive de protéines majore la fuite du calcium urinaire. Donc, la protéine en excès, mais vraiment en excès, serait un facteur de risque osseux. Néanmoins, le niveau de preuve est très bas. Donc, là, quand on est dans cet état-là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On va être méticuleux, on va plutôt porter un point de vigilance à pas en manger trop. Mais de toute façon, en fait, consommer des tonnes et des tonnes de protéines, ça n'a aucune justification scientifique. Donc, si on en consomme suffisamment, alors déjà que c'est compliqué d'atteindre les apports, ça sert à rien de manger 3 grammes, 4 grammes de protéines par kilo de poids par jour, quoi. Là, oui, ça pourrait avoir des impacts sur la santé osseuse. C'est vraiment trop pour qu'on puisse avoir un peu on sait déjà que pour la prise de masse, on monte pas au-dessus de 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc, c'est vraiment pour moi en fait, au-delà de 2,5 grammes par kilo de poids de corps pour la prise de masse, il n'y a plus de lien de corrélation entre prise de protéines et anabolisme musculaire. Donc, ça ne sert à rien. Donc, ça ne sert à rien d'en consommer plus. Et après, hors prise de masse, hors apport énergétique ultra important, moi, j'irai pas jusque-là. Hein. Souvent, les athlètes en endurance, moi, je trouve déjà quand ils sont 1,6 g par kilo de poids de corps par jour, c'est bien. Sur le crossfitter, alors le crossfitter, c'est pareil, c'est pas ce qu'il y a de plus documenté. Un sport qui est récent. Ça va être hyper variable en fonction de la fréquence d'entraînement, mais pour quelqu'un qui aura un niveau d'entraînement assez soutenu, donc soutenu, ça va être 5-6 entraînements par semaine avec des entraînements de 2 heures par jour, voire du double entraînement. Là, oui, je serais plus à mettre 1,8 à 2 grammes en moyenne. Ça peut monter à 2,2. Ça va être variable en fonction des athlètes. Et pour quelqu'un qui a un entraînement plutôt modéré, qui est plutôt actif en fait, mais qui a un entraînement modéré, des apports entre 1,2, 1,5, 1,6, ça peut largement suffire. Ça pour un crossfitter qui s'entraîne à peu près 3-4 fois par semaine et qui suit les routes de la boxe. Ouais, alors là, sur ce crossfitter-là, ça dépendrait du niveau d'activité physique en lien avec le professionnel, mais je mettrais une fourchette entre 1,2 et 1,6. Ok. Là, j'ai une question. Ouais. Si on utilise de la WIDG, il n'y a pas moins de risques. Je pense que par rapport à la prod, Ah, la whey végétale, c'est très bien. Alors, si tu peux prendre un mélange pois et riz, c'est cool parce que du coup, tu sais qu'elle va être complète pour le coup. Après, tu peux prendre aussi une protéine full pois, etc. si tu varies bien ton alimentation à côté. Il n'y a aucun risque sur la protéine végétale, si ce n'est que c'est une complémentation. Donc, je conseille vraiment, si tu as tes idées si tu sais tes quotas de protéines journaliers, de couvrir max un tiers avec la complémentation parce que la complémentation ne t'apporte pas de densité micronutritionnelle. Et en fait, on parle beaucoup des macros. Le truc, c'est que les micronutriments sont hyper importants. Ils sont cofacteurs énergétiques. Ils vont participer à notre équilibre hormonal. Enfin, demain, on peut se retrouver à complètement dans les choux parce qu'on est micronutritionnellement carencé. Donc, hyper important de couvrir l'alimentation. Sinon, aucun risque avec la prod VG. Si ce n'est que c'est un produit transformé, quoi. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça, quoi. Voilà. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je regarde ce que je m'étais noté. Je suis une très bonne élève. Ah oui, quand faut-il consommer les protéines? Là, gros débat. Non, je rigole. Moi, j'aime bien conseiller de les répartir à chaque repas. Au petit-déj, je trouve qu'elles sont hyper importantes parce que déjà, au petit-déjeuner, un apport suffisant en protéines, ça permet de maximiser la sécrétion de sérotonine, si je dis pas de bêtises, non, de dopamine, pardon, qui est le neurotransmetteur qui va du plaisir d'agir, de l'action, etc. Donc là, c'est bien de le booster un peu le matin. L'apport en protéines aussi suffisant le matin, ça permet de couvrir nos besoins. Jusque-là, rien de dingue, mais ça permet aussi d'apporter une belle satiété, un bon rassasiement, et ça permet d'équilibrer le petit déjeuner. Donc un petit déjeuner suffisamment protéiné, ça permet d'être calé, d'éviter d'avoir la dalle à 10 heures. Ça, c'est hyper intéressant. Donc j'aime bien en avoir le matin. Chez les femmes, ça permet également de relancer les sécrétions hormonales. Donc chez une femme, vraiment aussi important de prendre des protéines au petit déjeuner. Donc encore une fois, comme je le disais au début, ça peut être 2 œufs, ça peut être un fromage blanc, un skyr, ça peut être du jambon, ça peut être du poisson fumé. N'hésitez pas à varier entre les sources en fonction de vos préférences aussi, justement pour partir du bon pied entre guillemets dans votre journée. Comme je le disais aussi, minimum 0,3 g par kilo de poids de corps par prise, au moins sur les repas principaux. Et on avait fait un réel aussi avec la team en post-training. Si le repas qui suit l'entraînement, il est plus de 2h30 après la fin d'entraînement, là j'aime bien qu'il y ait des protéines associées à des glucides parce que ça permet de favoriser la récupération. Donc ça peut être intéressant. Et là aussi, un truc hyper important à déconstruire. Avant, il y avait le fameux, on l'a tous vu celui-là dans la salle de musculation, celui qui terminait son entraînement, qui avait le shaker qui était déjà prêt, qui courait dans les toilettes pour mettre de l'eau dedans. Moi, franchement, je l'ai en tête encore.
Par rapport à la fenêtre anabolique, alors là, qu'est-ce qu'on en pense, cette fenêtre anabolique? Eh ben, en fait, c'est du bullshit. Alors, elle existe, la fenêtre anabolique, mais elle dure beaucoup plus longtemps que ce que l'on pense. On parle d'une fenêtre qui pourrait durer 6 heures en post-effort, donc ça sert à rien de se ruer sur un apport protéique directement après la séance. En réalité, on a du temps. Moi, j'aime bien conseiller effectivement une prise si le repas qui arrive après est longtemps après, parce que quand on fait du sport, en termes de récupération, c'est intéressant d'avoir une prise alimentaire, faire une petite collation glucidique et protéique. Mais par contre, ça sert à rien de sauter sur le shaker, quoi. Là, vraiment aucun intérêt. Enfin, pas mieux, pas moins, quoi. Justement, sur du post-entraînement, souvent, ce qu'on voit sur Internet ou sur les réseaux, on recommande vraiment de prendre un shaker de protéines pour une assimilation beaucoup plus rapide Ouais, que plutôt d'attendre 1 heure ou 2 heures, comme tu le disais, de prendre vraiment un repas complet. ouais. Ça, t'en penses quoi? Bah moi, s'il y a un repas qui arrive dans les prochaines heures, je dirais plutôt d'attendre le repas complet. Ça sert pas forcément. Pour moi, il n'y a pas vraiment d'intérêt à prendre un shaker si tu as un repas dans les 2 heures qui suivent, parce que le repas va te permettre d'apporter finalement un quota de protéines intéressant que tu vas digérer sur le long terme, et t'as pas besoin d'une protéine qui arrive rapidement dans le sang après l'effort. Enfin, autour de l'effort, ça peut être intéressant, par exemple, de prendre de la whey si avant ton entraînement, tu as envie de prendre une source de protéines, par exemple, et que tu veux pas être en pleine digestion pendant l'entraînement. Là où, par exemple, si tu prends de la caséine une demi-heure, 1 heure avant ton training, tu vas pas être très bien. Par contre, les protéines, c'est une histoire de couverture journalière, vraiment. Donc après, Tu peux y passer vraiment quand tu veux. ben, franchement, ouais. Ça n'a pas vraiment un impact hyper important. Par contre, oui, ça favorisera ta récupération si tu as un apport en protéines associé à un apport en glucides dans les heures qui suivent ton entraînement. Ok, parce que Ça, toi, ouais. la caséine, il la conseille vraiment le soir Pour pour une dégradation l'assimilation, lente. ouais. Moi, la caséine, je trouve effectivement que c'est... Alors, whey, plutôt autour des entraînements, Ok, et caséine, plutôt éloignée des entraînements. Parce que ok. l'assimilation est plus lente. En fait, on veut pas que ça vienne nous gêner Bien sûr. plus Mais qu'autre ça, chose. vraiment, pour un sportif, de consommer de la caséine pour une dégradation lente de protéines la nuit, tu trouves un intérêt ou pas du tout? Ça dépend encore une fois de s'il arrive à atteindre ses quotas sans ou avec déjà, Ok. ce que je dirais. Après, pourquoi pas. C'est vrai qu'on parle surtout de récupération Ouais, pendant la nuit. ouais. C'est là où il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mm. Du Ouais, mais coup, si tu prends un bon repas le soir qui va être riche en fibres, en protéines, en la dégradation, glucides, elle se fait lente quand même ouais. dans tous les cas. En fait, ça dépend vraiment de tes consommations journalières, Ok. à mon avis, hein. Et si t'arrives pas à atteindre ton quota, bah, le soir, tu te fais un petit shaker, par exemple, 1 heure et demie après ton repas, suivant à l'heure à laquelle tu manges aussi. Parce que Bien si sûr. tu te couches tôt, tu prends ton shaker avant d'aller te coucher, pas hyper optimal non plus. Ok. Donc, ça dépend. Ce serait vraiment individuel. Ok. C'est voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah ouais, la prot en poudre indispensable pour prendre de la masse musculaire. Alors bah non, bah pas nécessairement. En fait, le développement de la masse musculaire, déjà au-delà d'aller prendre des gainers, la protéine en poudre et tout ce qu'on peut trouver de très marketing. D'ailleurs, c'est hyper construit là-dessus, hein, le marketing de la prot. Au-delà de ça, déjà, il faut savoir que vous pouvez manger toute la protéine que vous avez envie. Si votre entraînement il n'est pas adapté, il va rien se passer. Clairement, il faut un entraînement adapté en résistance pour pouvoir prendre de la masse musculaire. Sans ça, l'alimentation ne fera pas prendre de la masse musculaire. C'est vraiment l'association d'un entraînement adapté avec une alimentation adaptée qui vont permettre de maximiser les gains entre guillemets. Donc voilà, après il va y avoir aussi la récupération qui va jouer sur la prise de masse musculaire. Donc c'est pareil, tu peux manger toutes les protéines que tu veux. Si tu t'entraînes 3 heures par jour, tu prends jamais de récup, ça va pas être optimal non plus. Et effectivement, les apports en protéines. Mais pas que, parce qu'en fait, si demain tu consommes pas de glucides du tout parce que tu veux consommer des protéines pour prendre de la masse musculaire, faut savoir que ton corps, il va manquer d'énergie parce que les glucides et le glucose, c'est notre source d'énergie préférée. S'il n'en a pas, il va puiser dans tes muscles pour créer du glucose. C'est ce qu'on appelle la néoglucogénèse. On fait des glucides à partir d'autres substrats que des glucides. Donc oui, les protéines, mais en fait répartir les éléments correctement, c'est la base. Mais oui, il va falloir des protéines et la complémentation. Moi, je suis pas contre du tout, hein. J'ai aucun problème avec la complémentation. D'ailleurs, j'ai pas mal de mes patients sportifs, athlètes qui se complémentent en protéines. Mais voilà, il faut que ce soit un tiers max de l'apport en protéines journalier. En gros, c'est vraiment, ça porte son nom, hein, c'est complémentation et pas substitution. Ce serait naze d'avoir trop de protéines en poudre parce que il n'y a pas de travail de mastication, il n'y a aucun travail digestif qui va être lié à la prise de protéines en poudre. C'est vraiment en fait quand on n'arrive plus à manger
que là, oui, ou par des soucis de praticité parfois aussi, qu'on va se dire, oui, ça va être intéressant d'en avoir. Et là, oui, ça va être intéressant d'en avoir. Si on n'arrive pas à couvrir les besoins avec l'alimentation, oui, on va prendre une protéine en poudre parce qu'on va avoir un boost de 23 grammes de protéines sur un truc qui fait cette taille-là. Donc oui, pratique. C'est beaucoup plus nutritif de manger un aliment non, mais c'est sûr. solide que... Mais en fait, dans l'aliment... l'aliment, t'as la matrice, en fait, de l'aliment, déjà. T'as ton aliment, effectivement, la satiété, carrément, prends un shaker de protéines, avec de l'eau, ou même avec un lait végétal ou un lait classique, et mange un steak, quoi. L'effet de satiété, il est complètement différent. Et ne serait-ce que ça, c'est hyper intéressant. C'est parce que vraiment, tu as un travail de mastication, c'est hyper intéressant. Puis tu as toute la matrice de l'élément qui rentre en compte. Dans l'aliment, tu vas avoir un peu de gras, tu vas parfois avoir un peu de fibres, etc. Tu vas avoir de l'eau, tu vas avoir les micronutriments, etc. Là où dans la protéine en poudre, le but, c'est vraiment d'isoler un élément, quoi. Donc voilà. Donc vraiment utile, oui. C'est quand même très pratique la protéine en poudre, mais voilà, vraiment en complémentation. Ça porte vraiment bien son nom. On se complémente avec, on substitue pas. Oui, parce que par exemple, si on est au travail, on veut faire une collation l'après-midi, Ouais. au lieu de manger un vrai repas, c'est un peu le côté facilité. Ouais. De prendre ça, par exemple, avec un fruit, quelques amandes, noisettes, pour avoir une collation plus ou moins complète. On va plutôt l'utiliser dans ce cas. Ouais. Facilité. Ouais, tout à fait. Ouais. Ça dépend vraiment de tes capacités, en fait, même en termes de... Est-ce que t'as faim, quoi? Après, le fromage blanc, c'est pareil, en fait, c'est plus liquide. Donc, est-ce que c'est pas à peu près la même chose que de prendre un shaker? Non, c'est pas pareil. C'est moins transformé, hein. Fromage blanc, ça va être en gros, ça va être un processus ça va être un yaourt, quoi. En fait, c'est quelque chose dans lequel on inclut des bactéries lactiques. Donc déjà, là, c'est intéressant. Ouais. Ouais. En termes de volume. Ah, en termes de... Ouais. Ben, un fromage blanc, ça peut être un peu dense. Alors moi, j'ai des personnes sur le skyr, par exemple, ils me disent, mais je n'y arrive pas, quoi. En fait, la prot en poudre, c'est liquide, quoi. C'est un peu plus épais le skyr avec le fromage blanc. Ouais. Petit suisse, pas ça dépend lesquels, ouais. En fait, ça dépend même lesquels, en fait. Franchement, je te dirais, honnêtement, j'en avais un de chez Danone, vraiment, pas de placement de produit ici. Mais il est hyper dense et c'est vrai que je comprends ce que disent les patients. Au final, t'es là, t'as l'impression de manger un pavé. Et là, j'en ai acheté un, c'est même pas une marque, c'est une marque de magasin, quoi. C'est beaucoup plus liquide. Va savoir. Et je viens de lire un truc sur la caséine. Effectivement, caséine plutôt idéale à prendre quand t'as une longue période sans apport protéique. Donc effectivement, le soir, ça peut être bien. Si tu couvres pas tes besoins. Au final, c'est vraiment des choix stratégiques. Il faut vraiment avoir un plan d'action bien défini par rapport à tout ce que tu as pu dire, le mode de vie, le nombre de fois qu'ils peuvent manger dans la journée. Ouais. Et comme ça, au moins, derrière, ils peuvent vraiment placer les protéines suivant les apports qu'ils ont besoin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sachant que les protéines peuvent être un peu longues à digérer aussi, donc juste avant un entraînement, j'irai pas forcément là-dessus. Ou alors un yaourt, un fromage blanc, 1h30 avant une séance, pourquoi pas, mais c'est vrai que oui, après, il y a l'importance de les répartir. Comment les répartir en fonction déjà de quel besoin. Ce qui est bien, c'est de poser un besoin, déjà de voir à peu près où on se situe. Mais déjà, quelqu'un qui mange des protéines à chaque repas, il va beaucoup plus facilement couvrir ses besoins. Après, pour quelqu'un de végétarien, oui, là, c'est un peu plus méticuleux parce que ça demande en fait, manger des légumes secs, par exemple, il faut imaginer que pour atteindre à peu près le quota en protéines d'un bout de poisson, il faut 200 grammes de lentilles cuites. Quand je dis à mes patients, vous allez manger 200 grammes de lentilles cuites. Wouh, salut. Là, ils commencent à faire la gueule déjà. Et après, tu leur dis, oui, mais là, il faudrait aussi un peu de légumes. Là, ça commence à être compliqué. Après, n'hésitez pas aussi sur les protéines végétales, il y a des choses qui aident bien augmenter les apports. Donc déjà, inclure des graines dans l'alimentation, ça c'est chouette. Il y a aussi la levure maltée. Moi, j'aime bien, c'est 60% protéines. Vous pouvez en ajouter sur les salades, dans les omelettes, etc. C'est un petit goût fromager, hyper intéressant. Ça vient vraiment aider à combler. Et c'est, enfin voilà, c'est très riche, quoi. Donc ça peut être une idée. Les graines aussi pour augmenter les apports. Ça peut être aussi de trouver alors là pareil, comme t'as pas dessus, mais des petits fromages vegan qui vont être riches en protéines. Il y en a un de chez Coro qui est pas dégueulasse en termes de compo, parce que pareil, je regardais les râpés vegan de grande surface. Il y a tout, on trouve tout et n'importe quoi. On trouve des trucs, franchement, dans la liste d'ingrédients, ça donne envie de chialer. Par contre, le râpé de chez Coro est vraiment bien. Pas du tout de code promo à vous partager, mais Dommage, mais
Mais voilà, il est bien. Globalement, les produits de chez Koro, il y en a qui sont vraiment bien hein, pour les personnes végétariennes. Ça pourrait aider à varier aussi. Alors aussi, des fois, varier un petit peu du soja, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais pareil, on pourrait pas faire de nos apports protéiques consommer que du soja. Le soja, c'est bien, mais c'est comme tout, en surconsommer, ça peut ne pas être cool. Et aussi, pareil, si on a des antécédents de cancer hormonodépendants, le soja, pas en faire une surconsommation non plus. Bon, après, c'est du cas par cas. Mais voilà, dans l'idée de varier, je sais que chez Koro, ils font les protéines végétales texturées à base de soja, mais aussi à base de pois. Donc, c'est cool parce que du coup, il n'y a pas que la version soja qu'on pourra peut-être plus facilement retrouver en magasin bio. Pour varier des tofu, utiliser des sétans aussi. N'hésitez pas à partir là-dessus. Le sétan, encore une fois, c'est un gluten de blé ou de sarrasin, donc on n'est pas sur une source dérivée de soja. Effectivement, utiliser du soja aussi, mais pas que ça, des légumes secs. Et après, venez compléter avec des graines. Les graines, mine de rien, si vous en incluez, je sais pas, le matin, par exemple, vous faites un overnight oats avec des flocons d'épeautre, des graines de chia que vous faites gonfler. Déjà, vous apportez un peu plus de protéines par ce biais-là. Après, vous pouvez mettre quelques graines de chanvre dans vos salades. Enfin, ça permet toujours, en fait, 5 petits grammes plus 5 petits grammes plus 5 petits grammes. À la fin, l'oiseau fait son nid. Hein, donc, donc voilà. C'est important. Faut partir là-dessus. Enfin, faut justement essayer de grappiller un peu partout. Parce qu'on sait que pour les végétariens, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'on arrive plus facilement à satiété avec des protéines proposées. J'avais une question, dis-moi. Ouais. Par rapport à lors des efforts longs, pour sa pied trail, parce que Alors oui, les protéines en intra-training sur les efforts longs, on les conseille sur les efforts qui vont être au-delà de 4 heures. Si je dis pas de bêtises, je vais te redire ça de suite. Parce que là, je veux pas te dire une connerie. Une marque de compléments alimentaires qui faisait des Touk, boissons touk, touk. intra-training à base de BCAA. Ouais, moi les BCA, je suis pas très fan. Ouais. Attends, je dois avoir le petit... je veux pas dire de bêtises. Ouais, protéines en intra-training, c'est sur les efforts supérieurs à 4 heures. Donc, pour tout ce qui va être trail, marathon, Ironman ou cyclisme. Et à raison de 5 grammes de protéines par heure d'effort. Ça peut être soit dans tes flasques d'ajouter, si tu les prépares en amont, une petite portion de protéines. Soit sur les ravitaux, parfois tu vas avoir des choses qui sont proposées qui peuvent contenir un peu de protéines. Ou sinon, ça peut être de prendre des boissons de récupération sportive en boisson d'effort. On dit, elle est complètement starbée, elle. Mais si, il y a certaines boissons de récupération qui sont assez bien dosées. Donc, on cherche quelque chose qui contienne essentiellement des glucides pour l'intra-training sur du long. Mais il y en a qui vont contenir un petit peu de protéines qui vont nous permettre de faire le jonc aussi, justement, avec ça, pour avoir un peu de protéines. Mais sur des efforts qui sont au-dessous de 4 heures, on n'aura pas de protéines en intra-training. Par contre, après, oui, c'est intéressant d'avoir une source de protéines sur le repas qui va précéder la course ou l'épreuve d'endurance et sur le repas d'après. Sur le repas d'après, voire encore une fois faire une collation en post-compète qui contienne des protéines. En fait, sur les efforts très longs, le nerf de la guerre, c'est surtout les glucides. Plutôt que, alors les protéines, il en faut, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais le nerf de la guerre, ce qui est plus compliqué à couvrir, c'est les glucides. Donc voilà. Mais néanmoins, effectivement, repas qui précède la course, apport en protéines, repas après la course avec des protéines, ça c'est sûr. Et si le repas il est loin de ta course, prends une collation qui va contenir protéines, glucides, mais le ratio ça va être 10 pour 1 pour 3, donc un protéine pour 3 glucides idéalement. Donc effectivement, le nerf de la guerre est plutôt autour des glucides parce qu'on tape vraiment dans nos réserves de glycogène sur ces épreuves-là. Donc voilà. Je sais pas si ça répond à la question. Si jamais ça répond pas à la question, repose une question. Ouais, la partie digestion, j'y arrive. Alors du coup, sur cette question-là, déjà, la question c'était tac tac tac, j'arrive. Quand on a des problèmes de digestion, quand est-il mieux de consommer ces protéines? Déjà, il faut savoir quelle est la problématique de la digestion dont on parle. Est-ce que tu digères mal les protéines? Est-ce que tu digères mal autre chose que les protéines? Enfin, ça peut être une légume sec, ça peut être aussi une maldigestion causée par le gluten si tu es intolérante ou intolérant au gluten. Quelle est la forme d'éléments que tu supportes pas, que tu tolères pas, que tu digères mal? C'est hyper important parce que du coup
on adapte la prise en charge en fonction de ce qui vient dysfonctionner, vient créer des problématiques de ce côté-là. Je m'étais noté aussi, et question que j'aurais posée également, c'est déjà si c'est une maldigestion des protéines, du coup, faut pas chercher quand les consommer idéalement, c'est de chercher comment régler la problématique de digestion de l'élément considéré. Parce que la maldigestion, on n'en parle pas assez souvent en tant que tel, mais quelqu'un qui digère mal ces protéines, c'est quelqu'un qui se retrouve avec si c'est la protéine, hein, ou ça marche aussi avec les glucides, c'est quelqu'un qui se retrouve avec l'élément qui ne passe pas dans le sang, mais qui va finir dans l'intestin, un endroit où il ne devrait pas être en quantité importante, et du coup va être fermenté par les bactéries intestinales. Ça n'a rien à foutre là. Après, en gros, ça peut créer des dysbioses au niveau du microbiote. Franchement, ça peut créer pas mal de problématiques auxquelles on pense tout simplement pas. On se dit, je digère juste mal. Déjà, ça veut dire que ce qu'on consomme, on l'assimile pas. Donc ça, c'est pas cool du tout parce qu'on peut se retrouver carencé du coup. Par exemple, je donne un exemple annexe, mais tu digères pas les graisses. Tu te dis, oh, pas trop grave. Déjà, t'es super mal après chaque repas, ballonné, lenteur digestive, pesanteur gastrique, tu peux avoir des selles collantes et salissantes aussi, mais aussi, ce qu'on se dit surtout pas, c'est que tu digères pas les graisses, mais du coup, tu digères aucune vitamine liposoluble. Donc, vitamine A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, t'es dans les choux parce que du coup, tu n'es pas en capacité de prendre en charge les gras. Donc, en fait, la problématique, c'est pas quand les consommer, mais comment arriver à prendre en charge les gras. Et là, pour les protéines, ce serait pareil, j'aurais exactement le même discours. À savoir qu'une maldigestion des protéines, de quoi ça peut venir? D'une consommation excessive en protéines. Ça peut venir également d'une hypochloridrie. Donc, ça veut dire que ton estomac, qui est un milieu qui est censé être acide, à un certain niveau d'acidité, je crois que c'est 2 le pH de l'estomac, ne serait plus suffisamment acide. Ça met une bandelette dedans. Hein? Une bandelette ouais, c'est ça, elle est rouge. Non, je me rappelle de mes cours de physio. Si mon prof passait par là, il serait refait. Merci pour tout. Non, mais du coup, voilà, ça peut être une hypochloridrie. Donc, il y a beaucoup de causes à l'hypochloridrie, mais est-ce que c'est une hypochloridrie par excès, par exemple, de bicarbonate? Est-ce que c'est une hypochloridrie parce que tu es stressé? Est-ce que ta maldigestion protéique, elle vient du fait que tu es stressé? Est-ce que ça vient du fait que tu mastiques pas suffisamment? Est-ce que ça vient d'une insuffisance d'excrétion biliaire ou pancréatique, du coup, moins d'enzymes, donc moins de digestion protéique? Faut chercher ce qui va pas. Pourquoi? Parce que si ça se passe pas, en fait, du coup, c'est ce que je disais, au lieu que tes protéines, elles soient découpées donc dans ton estomac, parce que c'est le premier lieu de digestion des protéines, et dans le grêle, et qu'ensuite elles soient assimilées, il se passe que tu as des fragments protéiques qui arrivent dans l'intestin ou le côlon, et elles vont être fermentées par les bactéries. Et ça, c'est assez problématique parce que déjà, t'es pas bien. Mais en plus, parce que c'est hyper inflammatoire, ça peut avoir pas mal de conséquences, en fait, parce que du coup, on a des fractions de petits éléments qui vont pouvoir passer la barrière intestinale qui ne devraient pas. Ça, c'est responsable d'inflammation, ça va être responsable de vraiment pas mal de problématiques derrière. On peut avoir des problématiques métaboliques avec une augmentation de l'insuline, neuropsychique avec un défaut de synthèse de neurotransmetteurs. En fait, on se dit la dysbiose, c'est pas grave, mais si, c'est grave. Ça vient vraiment impacter pas mal de trucs. Donc, la vraie question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi je digère mal, et il faut que je trouve une solution, quelqu'un qui peut t'aider à comprendre pourquoi et à trouver des solutions pour que tu digères mieux. C'est vraiment le nerf de la guerre. Donc voilà. C'était ce que je voulais dire. Je dirais justement qu'il n'y a pas de moment pour consommer des protéines, mais plutôt une prise en charge à adopter pour trouver le problème, quoi. Il y avait une question? Non. Je sais pas, tu rigolais. Ah, il y a Gaëtan? Ah, je suis vu, il est triste. parti direct. Ouais, il est parti direct, punaise. On se fait vraiment... On se fait vraiment maltraiter. Grosso modo, c'est ça. Je voulais aussi parler, on en a parlé tout à l'heure ensemble, là, de la quantité max de protéines par repas. Oui. Est-ce qu'à un moment, il y a un seuil critique au-delà duquel on n'assimile plus? Il faut savoir que les protéines, on peut en digérer une quantité astronomique par repas, c'est pas un problème, hein. On peut les digérer du moment où on les digère, du coup. Par contre, effectivement, pour l'anabolisme musculaire, il y a un moment où oui, on atteindrait un palier qui va être hyper individu dépendant, donc en fonction de l'activité sportive, tout simplement, si on s'entraîne beaucoup, on a une meilleure capacité à utiliser les protéines à fin musculaire que quelqu'un qui va être débutant, par exemple. Mais du coup, en fait, surtout, c'est que si vous dépassez ce seuil-là, c'est pas grave, en fait, parce que les protéines, elles vont servir à d'autres choses qu'à l'anabolisme musculaire. Sauf si vous en consommez beaucoup trop, et que vous êtes en excédent calorique, auquel cas, elles sont stockées sous forme de gras. Parce que oui, le corps a la possibilité de faire ça.
Ouais, c'est vraiment moche. Mais sinon, voilà, elles peuvent servir justement, elles sont précurseurs d'hormones, donc elles peuvent servir à la synthèse d'hormones, à la synthèse d'enzymes, elles peuvent servir à, voilà, à tout plein d'autres choses, à faire de l'énergie aussi, du glucose par exemple, ce que je disais aussi tout à l'heure, où elles seront stockées, moins de bol. Mais du coup, c'est pas parce qu'on dépasse un seuil aussi, enfin, qui va être favorable à l'anabolisme musculaire que c'est inutile d'en consommer plus. Non, non, c'est pas forcément le cas du tout. Et ce seuil, du coup, eh ben, hyper individu dépendant. Pour l'anabolisme musculaire, on parle d'un seuil entre 30, enfin, ouais, autour des 30 grammes par repas pour quelqu'un de très débutant. Et ça peut monter jusqu'à 60 grammes par repas pour quelqu'un qui serait un sportif plutôt très confirmé. Donc voilà. Mais ça veut pas dire, voilà, mangez-en moins, mangez-en plus. Ça veut dire juste que, voilà, on sait que ça c'est utilisé à des fins de construction musculaire. Après, des protéines, encore une fois, il en faut pour d'autres fonctions. Donc pas de limite stricte d'assimilation par repas, mais un seuil optimal d'utilisation de la protéine. Voilà. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on va rester encore 2 minutes. Vous avez Jamie qui est là pour y répondre. C'est maintenant ou jamais. Après, je vais m'en aller à tout jamais. Je vais disparaître après ces siestes. Putain. Et puis n'hésitez pas à nous dire aussi pour le prochain live du mois prochain, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde. Ouais, ça ce serait bien, effectivement. Un sujet que vous voulez aborder. Parce que sinon, après moi j'ai plein de trucs, enfin j'ai plein d'idées en tête, mais c'est vrai que plus ça vous correspond, mieux c'est. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à Tim et Andy. Alors même si c'est des questions qui ont rien à voir avec le sujet du jour, hein, c'est pas un souci, on prendra toujours le temps de répondre aux questions. Et s'il y a des choses que vous voulez aborder de manière un peu plus poussée, ça peut être ok. N'oubliez pas que vous avez un rendez-vous avec Déborah. Yes. Yes. Eh ben, il n'y a pas de questions. Eh ben, c'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de vous laisser. Eh ben, écoutez, ouais, merci beaucoup. Et merci de m'avoir supporté. C'est vrai que ça n'a pas été facile. T'as beaucoup débité. Ouais. J'ai beaucoup de questions, il fallait t'aider, tout ça. Ouais, c'est chiant. Quand t'as quelqu'un qui est pas compétent, là. Non, franchement, c'était cool. C'était cool, merci. De toute façon, on a enregistré le live, donc ceux qui n'ont pas pu le voir, qui sont abonnés à la box, vont le recevoir. On l'enverra assez rapidement. Et, Ouais. Après, voilà. pour ceux qui auraient des questions aussi sur la nutrition, bah, n'hésitez pas à me suivre, à m'envoyer un message sur Instagram. Déborah Dumonteil. Ouais. Il y a l'accent canadien. Vous regardez sur notre Insta et de toute façon, elle est en partenariat sur les nutritions. Ouais. Vous pouvez lui envoyer des mails, des messages. Alors, si vous ne trouvez pas, vous nous envoyez un message directement et on vous redirigera vers elle. Yes. Il n'y a pas de En tout cas, merci pour votre présence. Merci on espère beaucoup. que le sujet vous a plu. Et puis, à très vite dans les box. À plus. À plus. C'est excellent ça. Il m'a tué. Oh. Oh, salut, ah merde. Bah non, je suis pas visible. C'est comme quoi. Il y avait du people sur ce live ou Il y a eu 190 personnes. c'est déjà pas mal. Ça Ouais. Ok. Putain, Gaëtan, il est passé, même pas un coucou, même pas un On message. pourrait la partager même si on voulait la direct en, genre en post. Ça va En entier? 1 heure. Ah, c'est trop long. Ah, attends, là j'ai eu trop chaud. Tim, je t'ai laissé le truc parce que je sais pas ce qu'il faut faire. Quel truc? En fait, j'ai cuté. Ça met un message. Simplement le. Voulez-vous mettre fin à cet Il faut appel? mettre l'appel. Faut mettre sur l'appel. Il n'y a pas un bouton bah, c'était sur cool. lequel cliquer pour Ouais, franchement, couper ouais. l'enregistrement. Bah, il n'y a pas forcément besoin de questions. Mais je pense, tu sais quoi? Je pense qu'il faudra qu'on change la configuration.